Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Santé de Radio J. Bonjour Serge Rafale. Bonjour Docteur Nicolas. Serge. C'est bon pour la santé, eh bien, on a le grand plaisir d'inviter à nouveau, vous étiez venu nous voir, cher docteur Olivier de la Doucette, il y a quelques semaines. Et on avait appris que ce livre, Alzheimer n'est pas une fatalité, voilà, venait de sortir. Donc on vous avait invité pour une soirée qui allait se dérouler du côté de l'Olympia, en tant que, puisque c'est votre activité également, pas que auteur, pas que docteur, mais président de la Fondation Recherche Alzheimer. Il y avait un grand concert qui s'est passé, qui s'est déroulé du côté de l'Olympia, avec les amis Souchon, etc., etc. Et là, donc, vous venez pour ce livre, Alzheimer n'est pas une fatalité, chez HarperCollins. On est ravis de vous accueillir, puisqu'on va parler, eh bien oui, de cette maladie redoutable, enjeu de santé publique, une des premières causes de dépendance chez les personnes âgées. Vous êtes avec nous pour l'entièreté de cette émission. Merci, docteur. C'est la partie de l'entretien. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur de la Doucette, bonjour. Bonjour. Je suis heureux également de vous accueillir à nouveau pour parler de cette maladie redoutée. Vous nous proposez un ouvrage que vous avez coordonné avec le professeur Bruno Dubois, neurologue. Ouvrage écrit à plusieurs mains par de nombreux spécialistes venus d'horizons divers, qui nous permettent de mieux appréhender cette maladie dont vous abordez tous les aspects. Alors, nous n'en évoquerons que quelques-uns, laissant à nos auditeurs, à vos futurs lecteurs, découvrir l'importance de l'hygiène de vie avec l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, dont nous parlons régulièrement sur cette antenne. Et on va insister donc sur le fonctionnement normal et pathologique du cerveau, son vieillissement, le mécanisme des lésions, les troubles et les symptômes de la maladie, la nécessité d'un diagnostic précoce et bien évidemment les moyens d'éviter, de retarder, de freiner l'évolution afin d'en atténuer les conséquences en attendant l'arrivée dans l'arsenal thérapeutique d'un médicament enfin efficace. Il y a un petit espoir depuis la semaine dernière, je n'en dis pas plus pour le moment. Alors, vous êtes, comme l'a dit Nicolas, le président de la Fondation Recherche Alzheimer. Vous pouvez nous la présenter. Ça a été créé en 2004, elle a 20 ans. Mais la fondation a été créée en 2004. J'ai pensé à l'époque qu'il n'était pas normal que cette maladie qui touchait déjà beaucoup de monde et qui en touche encore plus aujourd'hui était si peu financée au niveau de la recherche universitaire. Il y avait un décalage manifeste. Et donc, voilà, avec Bruno Dubois, que je suis allé chercher ensuite, on s'est lancé dans cette aventure. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, la Fondation est le premier financeur privé de la recherche sur Alzheimer dans ce pays. Mais enfin, on est toujours très loin du compte. Notre objectif, c'est vraiment de continuer à nous développer de façon très significative parce que aujourd'hui, pour vous donner une image, la recherche sur le cancer lève au niveau du grand public à peu près 20 fois plus de sommes que la recherche sur Alzheimer. Alors que c'est le même enjeu de santé publique, ça touche autant de monde, à des âges peut-être un peu différents, mais il est clair que le cancer a permis, parce que tout le monde s'est mobilisé depuis 80 ans, qui n'a pas donné un peu d'argent pour le cancer, très peu, eh bien, grâce à ça, on a aujourd'hui la possibilité de guérir à peu près 70% des cancers. Et je pense que dans 15 ans, on aura on pourra guérir 95% d'entre eux. Alors que Alzheimer, aujourd'hui, hélas, on a 0 guérison. On soigne, certes, de mieux en mieux, et on va parler de ce fameux produit, mais aucune personne diagnostiquée Alzheimer ou apparentée ne peut à ce jour prétendre à la guérison. Donc on a un retard considérable. Et on ne peut pas attendre 80 ans comme avec le cancer parce que si rien n'est fait, d'ici 25 ans, le nombre de patients va doubler. À cause du vieillissement de la population ? À cause du vieillissement de la population, tout simplement. Les gens me disent, mais c'est la pollution, l'environnement. Non, pas du tout. C'est même un peu contre-intuitif parce que, enfin, une bonne nouvelle sur l'Alzheimer, à âge
constant, les gens qui ont aujourd'hui 80 ans dans ce pays sont moins à risque d'avoir Alzheimer que leurs parents. D'accord ? Donc l'incidence diminue. Mais comme il y a de plus en plus de gens éligibles pour Alzheimer, puisque plus vous avancez en âge, plus votre risque augmente, eh bien, le chiffre absolu, lui, augmente inexorablement. Donc, on ne peut pas attendre. Car aujourd'hui, Alzheimer, c'est 1 300 000 personnes en France, Alzheimer et apparenté. Mais, On oublie effectivement que Alzheimer, c'est pas simplement la maladie d'un individu, c'est la maladie d'une famille. Toute personne qui a un patient Alzheimer dans sa famille sait de quoi je parle. Quand vous avez votre maman qui a 80 ans ou un papa qui en a 75, qui sont seuls à domicile, sachant plus très bien où ils sont, tout le temps, vous êtes sur le qui-vive en vous disant qu'est-ce qui se passe, vous voulez l'appeler, vous demandez des nouvelles de l'entourage, etc. Parce que vous savez que tout peut arriver. Donc, on n'est jamais tranquille avec un patient Alzheimer. On estime qu'il y a à peu près 4 personnes en moyenne par patient qui sont concernées au quotidien par cette pathologie. Donc, si vous ajoutez ces 4 patients au nombre de malades, on arrive à peu près à 6 millions de personnes concernées par cette maladie. Concernées au quotidien, impactées, touchées par cette pathologie au quotidien. Et quand je dis touchées, c'est vraiment dans leur santé. On sait que la santé des aidants est fragilisée par cette maladie. Très clairement, très clairement. Donc c'est beaucoup de monde, c'est quasiment 10% de la population française qui vit au rythme de la maladie d'Alzheimer au quotidien. Alors quand vous parlez de rythme, vous expliquez que la maladie d'Alzheimer, c'est en fait une valse, et une valse à 3 temps. Des lésions cérébrales spécifiques, l'apparition des symptômes, la phase démentielle avec la perte d'autonomie. Oui, alors c'est bien que Serge, vous me parliez de ça, puisqu'aujourd'hui on va parler de la prévention. Et je pense que c'est un préambule indispensable pour comprendre comment fonctionne la prévention. Quand on parle de prévention, quelle que soit la maladie, nous, les médecins, on a des termes un peu techniques. On parle de prévention primaire, secondaire. Prévention primaire, c'est j'empêche la maladie d'apparaître. D'accord ? Donc, je me vaccine contre Covid. Je fais de la prévention primaire. Je n'ai pas le Covid. OK ? Prévention secondaire, c'est j'ai une pathologie, mais je fais en sorte qu'elle ne se développe pas trop, elle ne prenne pas trop d'ampleur. C'est ce qu'on fait pour les patients qui ont fait un accident cardiaque, un infarctus du myocarde, sont après en prévention secondaire, après l'accident. Exactement, tout à fait. Pour le cœur, la prévention secondaire de l'hypertension artérielle, c'est vous donner un traitement pour éviter que la maladie qui est présente ne se développe et prenne trop d'ampleur. On va en reparler parce que la prévention cardiovasculaire est très importante dans la maladie d'Alzheimer. Exactement. Alors pour Alzheimer, la prévention primaire reste encore un peu un mystère parce qu'on ne connaît pas la cause réelle de cette maladie. On sait qu'elle touche une toute petite minorité, heureusement, de gens qui sont touchés par des formes dites familiales. C'est moins de, on va dire, c'est 0,5% de tous les patients. Où là, à chaque génération, la moitié des individus sont touchés entre 45 et 55 ans par la maladie. C'est génétique, c'est purement génétique, on connaît le gène, c'est très rare. La grande majorité des gens sont touchés par des formes dites sporadiques, où vous avez des tas de facteurs qui interviennent, mais on n'a pas encore identifié un facteur. Vous voyez, comme un virus qui engendre l'hépatite virale. On sait que l'hépatite virale, c'est un virus qui déclenche une maladie. Pour Alzheimer, on ne sait pas. C'est probablement multifactoriel avec des interactions multiples qui font que tous ces facteurs donnent des résultats qu'on n'arrive pas encore bien à interpréter. Pourquoi dans une fratrie de 5 qui ont entre 75 et 95 ans, vous allez avoir 2 individus avec une maladie d'Alzheimer et d'autres ne l'auront pas. On ne sait pas bien. Donc prévention primaire, on a de vagues idées, mais on n'est pas très sûr. Là où on est beaucoup plus sûr, c'est la prévention secondaire. Et c'est pour ça que quand vous avez dit 3 phases, c'est très important de revenir là-dessus. Alzheimer, c'est une pathologie des protéines. Ce sont des protéines anormales qui s'accumulent très doucement dans notre cerveau, à un rythme vraiment très très lent, sur, on va dire, 10, 15, voire 20 ans. Une protéinopathie,
essentiellement la protéine bêta-amyloïde qui va être suivie d'une autre qui s'appelle la protéine Tau. Ces deux protéines finissent par tuer les neurones, mais sur très longtemps. Et on apprend dans votre ouvrage que précisément la présence de ces lésions ne fait pas la maladie et que l'intensité de ces lésions ne fait pas la gravité de la maladie. C'est ce que j'ai compris en lisant votre livre. Exactement, exactement. Donc pendant un nombre d'années important, vous êtes porteur d'une protéine pathologique qui finit par altérer le réseau neuronal, mais votre cerveau va lutter, va compenser. Donc, vous ne saurez pas que vous avez une maladie d'Alzheimer en puissance. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la phase préclinique. Et pendant toute cette phase, c'est là où on peut intervenir directement. Si vous adoptez les bons comportements, vous allez aider votre cerveau à compenser. Et donc, au lieu d'avoir un déclenchement de la maladie, ce qu'on appelle la phase prodromique, où les premiers symptômes apparaissent, où on commence à oublier quand même de façon très significative beaucoup de choses. C'est pas juste le vieillissement. Normal, vous comme moi, on oublie nos lunettes tout le temps. De temps en temps, on les cherche, on est devenus des chercheurs, n'est-ce pas ? Passé un certain âge, on cherche les lunettes, le numéro de carte de crédit, les clés, etc. Le conducteur de l'émission. Bon, aussi. Alors, tout ça, ça arrive, mais c'est pas ça Alzheimer. Alzheimer, c'est quand vraiment on oublie beaucoup de choses. Donc, c'est la phase prodromique qui ensuite aboutit à la phase qu'on appelle démentielle, où vraiment là, la maladie est installée. Et donc, le moment où cette phase prodromique se déclenche peut être repoussé d'autant si on arrive à adopter les bons comportements. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Comme c'est une maladie qui touche les gens en fin de vie, si vous repoussez de 5 ans l'âge d'apparition de la phase prodromique, vous diminuez de moitié le nombre de patients. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients qui, en fait, ont les lésions, mais ne vont jamais développer la maladie. Voilà. Ils vont pouvoir, ils décéderont d'autres choses sans avoir ces oublis massifs qui perturbent tellement les fins de vie. Pendant très longtemps, on pensait qu'Alzheimer, c'était le vieillissement normal. Il devient gâteux, il est sénile, c'est de son âge, etc. Parce que les gens entraient en grande vieillesse, souvent avec des états de santé qui étaient très fragiles, avec beaucoup de pathologies. Mais aujourd'hui, on a des gens de 80 ans qui en font physiquement 10 de moins, qui vont très très bien. Et c'est juste désespérant de voir que ces gens ne peuvent plus retenir leur prénom, de savoir ce qu'ils font, etc. Alzheimer, vraiment, on le sent aujourd'hui, est une vraie maladie. Alors quand ça vous touche à 60 ans, c'est encore plus dramatique, évidemment. Alors, vous expliquez dans votre livre, vous dites qu'il y a des facteurs associés à l'apparition de la maladie qui ne sont pas modifiables et des facteurs sur lesquels on peut jouer, ceux qui sont modifiables. Alors, parmi les facteurs non modifiables, il y a l'âge, vous l'avez expliqué, le sexe, on sait pourquoi plus de dames font la maladie. Et puis, la génétique, vous l'avez expliqué tout à l'heure sur les forums. Oui, la génétique, je dirais un petit peu rapide, mais bon, le sexe féminin, effectivement, est un facteur de risque. Au-delà de 80 ans, vous avez à peu près 2 femmes pour un homme, quel que soit l'âge. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes âgées que d'hommes. Vous savez que le différentiel d'espérance de vie entre les hommes et les femmes en France est très élevé par rapport au reste du monde. C'est à peu près 6 ans. 6 ans, 5 ans. C'est 6 ans. Bon, voilà, c'est comme ça. Les femmes vivent plus longtemps, mais elles en payent le prix, c'est qu'elles sont plus nombreuses à avoir des troubles neuroévolutifs. Pourquoi ? Probablement des histoires de carence hormonale. Et puis peut-être aussi, là on est dans la prévention, peut-être que beaucoup de femmes qui ont 80 ans aujourd'hui sont moins stimulées que celles qui auront 80 ans dans 20 ans parce qu'elles n'ont peut-être pas fait les mêmes études, elles n'ont peut-être pas eu des métiers aussi stimulants. Vous insistez beaucoup sur la réserve cognitive. Voilà, exactement. Alors, on peut parler de la réserve cognitive comme un facteur justement de protection. Je vais employer 2 mots un peu techniques, mais en fait très faciles à comprendre. On va employer la métaphore de l'ordinateur. On a dans notre cerveau la réserve cognitive et la réserve cérébrale. La réserve cognitive, c'est le software. La réserve cérébrale, c'est le disque dur. Si le disque dur est attaqué, ça ne marche pas.
quand le software est perturbé, ça pose aussi des problèmes. Alors, le software, c'est le réseau des neurones dans notre cerveau. Je vous rappelle, on en a 80 milliards qui sont reliés chacun entre eux par à peu près 150 000 synapses. Vous imaginez ce réseau qui est là entre mes oreilles, qui pèse 1,5 kg. C'est dingue, quand on y pense, c'est juste dingue. Qui est composé à 80% d'eau, vous dites. Exactement, oui, c'est fou. Bon, eh bien, donc, cette réserve cognitive, elle va évoluer tout au long de la vie. Elle va être plus ou moins dense en fonction des stimulations qu'on opère. C'est la raison pour laquelle longtemps on pensait que les intellectuels étaient protégés de la maladie d'Alzheimer. Oui, absolument. Les intellectuels sont protégés, non pas qu'ils fassent pas plus ou moins de maladie d'Alzheimer que les autres, simplement, elle va démarrer plus tardivement. Ou on va s'en apercevoir plus tardivement. On va s'en apercevoir plus tardivement. Alors, justement, cette réserve cérébrale, cette densité de connexion entre les neurones, elle bouge tout le temps en fonction de ce qu'on fait. On ne s'en rend pas compte, mais imaginez que vous appreniez une langue étrangère. Vous allez apprendre aujourd'hui l'allemand. Bon, vous allez mettre quelques mois pour l'apprendre. Vous allez développer plein de petites connexions qui vont vous permettre de maîtriser l'allemand. Ok, et puis vous allez le parler un petit peu, et puis ensuite, vous allez passer à autre chose. Eh bien, pendant la période où vous allez ne plus parler du tout d'allemand, ces connexions vont disparaître à nouveau. Si vous vous remettez à partir en Allemagne, à ce moment-là, elles vont réapparaître. Donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale, ça bouge beaucoup. Et plus la densité de connexion est forte, plus on se protège contre Alzheimer. C'est un peu comme un compte en banque, si vous voulez. Vous avez un compte en banque qui est très fourni, vous avez un prélèvement automatique, c'est la maladie, ces protéines qui se développent, pathologiques, prélèvement automatique. Plus le compte en banque est fourni, plus il se passera de temps avant que le banquier vous appelle en disant « Attention, vous êtes dans le rouge ». Nous, notre cerveau, il est dans le rouge quand on commence à tout oublier et qu'on rentre dans cette phase dite prodromique, d'accord ? Donc, plus la réserve cérébrale va être dense, plus on va repousser l'âge d'apparition de cette phase pathologique. D'accord ? Vous avez beaucoup parlé de la phase prodromique. Est-ce que vous pourriez nous décrire les principaux symptômes de la maladie d'Alzheimer ? Alors, ce n'est pas uniquement la mémoire. Souvent, on fait une fixation en disant la maladie d'Alzheimer. Dans votre livre, on s'aperçoit qu'il y a d'autres troubles. Il y a une perturbation effectivement de la cognition, mais d'autres troubles. Les voies d'entrée sont très souvent la mémoire. Et les oublis, c'est pas, comme on le disait tout à l'heure, les oublis bénins liés à l'âge, on a tout ça, ou les oublis liés au stress et la dépression. Souvent, quand on est stressé, qu'on est fatigué, c'est plutôt pour Nicolas. Si Nicolas fait la fête un peu trop, qu'il a un peu bu la veille, etc., le lendemain, sa mémoire sera un peu moins performante. Vous et moi, c'est plutôt, malheureusement, avec l'âge, on a des petits troubles de la récupération, de l'information, la mémoire dite de travail est un peu moins bonne. C'est-à-dire, on part dans une pièce en se disant j'allais me faire un petit café, entre-temps il y a un coup de téléphone, on arrive dans la cuisine et on se dit mais qu'est-ce que je fous là ? Bon, ça c'est la mémoire de travail qui est un peu altérée, ça nous arrive, mais rien n'est grave. Quand vous avez un Alzheimer, c'est pas des oublis, c'est des trous massifs, d'accord ? Donc c'est pas bon sang avec qui j'ai dîné hier. Je me souviens pas du dîner en fait. Ah bon, mais j'ai dîné hier. Voilà, c'est pas la même chose, vous voyez. C'est pas où est-ce que j'ai foutu, c'est foutu lunettes. C'est c'est vrai, j'ai des lunettes. Ah, j'avais oublié. C'est des choses comme ça. C'est pas je ne sais plus le prénom de mon 15e petit-fils. C'est mais je ne sais plus du tout le prénom d'aucun de mes petits-fils, vous voyez, où ça devient très compliqué, je mélange avec mes enfants. Bon, donc ça, c'est Alzheimer, c'est vraiment des troubles de la mémoire importants qui perturbent le quotidien. Mais on comprend dans votre livre qu'il n'y a pas que les troubles de la mémoire. Absolument, et on peut aussi rentrer d'autres manières, on peut y rentrer par des troubles psy, des dépressions qui s'installent. Ça peut être le premier symptôme ? Ça peut être les premiers symptômes. Alors, c'est des gens qui n'ont jamais eu d'antécédents psy ou qui ont pu en avoir, et puis qui, petit à petit, se replient sur eux, deviennent un peu tristounets, un peu irritables,
perte d'intérêt, une perte d'intérêt, une démotivation pour tout, ils se replient, ils sont pas bien, parfois ils pleurent un peu. Ben, ces gens-là, il faut les soigner, il faut surtout pas les laisser comme ça, il faut leur donner un traitement. Et parfois, donc le traitement fait qu'ils vont mieux, mais parfois, quelques mois, quelques années plus tard, on voit que la mémoire commence à se dérégler un peu. Donc, la dépression précède les troubles de Parce la qu'on a mémoire. un petit peu peur des psychotropes et de la mémoire. Donc On en a là, un petit peu peur. Alors, il faut avoir... faut quand même traiter ces Voilà, patients-là il faut par se des méfier. antidépresseurs. Voilà. Il faut se méfier des tranquillisants qui peuvent un peu perturber la mémoire, mais pas des antidépresseurs, qui eux n'agissent pas tellement sur la mémoire et au contraire même peuvent améliorer la mémoire. Donc attention, ne pas avoir peur des antidépresseurs quel que soit l'âge. Si on les donne correctement, ils font vraiment du bien aux gens. Donc c'est important. On peut aussi rentrer dans l'Alzheimer à cause de troubles de l'orientation. Je me perds, je ne sais plus très bien. J'arrive plus à rentrer chez moi. J'ai du mal à trouver mon chemin. Ah, tiens, c'est bizarre. On peut aussi des troubles du langage. Hein, on a le mot sur le bout de la langue. Alors, bon, Vous allez aussi, nous inquiéter, là, parce que mais ça arrive. nous quoi. arrive aussi, bien sûr. Hein, bon, des noms propres. Alors, tel grand chercheur, ben oui, bien sûr, je connaissais par cœur son nom, mais enfin, comment il s'appelle, l'inventeur de telle maladie ou tel truc. Et puis, ça revient 10 minutes, une semaine plus tard, mais évidemment, c'est lui. Bon, ça, c'est pas grave. Non, c'est je sais plus du tout le nom de tel ou tel qui étaient des proches, vous voyez. Donc, vraiment, des problèmes de noms propres, mais aussi de noms communs. Alors, ils disent de plus en plus, et ils emploient ce qu'on appelle des mots valises. Le machin, le truc, comment t'appelles Oui, ce oui, machin tout, bon, voilà. Alors, ça peut nous arriver à tous, mais là, ça se multiplie un peu trop. C'est la récurrence, en fait. C'est la récurrence, voilà. Et puis, c'est un peu un repli. Les gens se replient, sont un peu moins bien, etc. Comment on confirme, docteur Ladoucette, le diagnostic ça reste difficile. Ça reste difficile car on n'a pas de test dit pathognomonique. C'est un mot un peu compliqué pour tout simplement désigner un test qui permet de dire en quelques minutes vous avez ou vous n'avez pas. D'accord ? Vous avez une tumeur du cerveau, on vous envoie dans une machine, on vous fait un IRM et vous avez une tumeur du cerveau. C'est assez clair. Vous avez une hépatite virale, on vous fait un prélèvement sanguin. Pour Alzheimer, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un test. On y va. Les fameux biomarqueurs commencent à se développer, on commence à identifier de mieux en mieux les bons biomarqueurs qui nous permettront peut-être, dans un avenir pas si lointain, de faire un prélèvement sanguin et de dire attention, vous êtes à risque. L'espoir est vraiment dans les examens fiables et sanguins et pas uniquement l'imagerie et la ponction lombaire. Voilà, aujourd'hui, c'est pas uniquement, c'est imagerie, ponction lombaire, examen clinique, d'accord ? Et puis surtout un bilan de mémoire. Ça, c'est un test qui est absolument indispensable. On ne peut pas ne pas passer par là. Un bilan de mémoire qui dure 1h30, 2 heures. Voilà, alors on fait une petite pause et on parlera bien évidemment du dépistage des personnes à risque et des traitements de la maladie d'Alzheimer. On va parler de la prévention, bien sûr. Dans la deuxième partie, le docteur de Ladoucette nous donnera tous les noms des premiers secrétaires du Comintern depuis 1953. Oui, évidemment. On remonte par ordre alphabétique. Aucun problème. Vous avez dîné avec qui hier soir, vous, personnellement? J'étais à un dîner, tiens, samedi soir, que des gens de 50 ans, de mon âge, des quinquas. C'est les histoires. Mais tu sais, c'est la comédienne, là. Mais si, tu sais, elle avait joué dans... Mais tu sais, le film avec, voilà, machin, truc. Enfin, c'était une discussion qui n'avait ni queue ni tête, quoi. Et tout le monde était inquiet. Putain, on a Alzheimer, on a Alzheimer. Je vais vous dire un truc. Passé 50 ans, on est inquiet. Ne pas se plaindre de sa mémoire est anormal. Est anormal. Bon, bah, écoutez. Allez, la prévention en deuxième partie, Alzheimer n'est pas une fatalité. Déjà la dernière fois, je disais facilité, vous vous souvenez? Fatalité chez HarperCollins, ça tout de suite. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
ce que t'es drôle à regarder, t'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler, c'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Alzheimer n'est pas une fatalité chez HarperCollins. On est avec le docteur Olivier de la Doucette, deuxième partie de C'est bon pour la santé. Qu'est-ce qui, en tant que psychiatre, vous disiez en début de première partie que vous aviez fondé cette fondation Recherche Alzheimer il y a une vingtaine d'années, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser ? Est-ce que c'était auprès de votre patientèle en tant que psychiatre que vous avez constaté qu'il y avait quand même des gens qui souffraient de la mémoire, qui avaient des choses à faire et qu'il fallait s'occuper de la maladie d'Alzheimer? Oui, je vous raconte cette petite anecdote très vite. J'étais jeune interne et j'étais à l'Institut Marcel Rivière. C'est un très grand hôpital qui est destiné uniquement aux profs de la MGEN. C'est un hôpital psychiatrique et à côté, il y avait une maison de retraite de profs qui souvent appelaient au secours les psychiatres en disant « on a des problèmes avec nos patients, on ne sait pas comment les gérer, aidez-nous » et ça n'intéressait personne. Les psys ne s'intéressaient pas aux vieux. Parce que Freud, entre autres, Freud avait dit à l'époque que toute personne de plus de 50 ans n'est pas éducable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'allonger sur un divan, ça ne sert à rien, les jeux sont faits. À l'époque, l'espérance de vie était de 50 ans. Et lui, en avait 49 quand il a dit ça. Et donc, il s'est resté un peu dans l'esprit des psys. Ça n'était pas très intéressant. Et il pensait au fond, comme beaucoup d'autres, que quand on était une personne âgée, on avait le même fonctionnement mental qu'un plus jeune, mais avec quelques années de plus, ce qui est complètement faux. C'est pas du tout la même chose. La psychiatrie du sujet âgé, c'est un truc différent et à part, mais qui était peu connu. Et donc moi, jeune interne, corvéable à merci, on me disait « la Doucette, c'est pour toi ». Bon, j'allais là, et j'ai découvert qu'effectivement, il y avait beaucoup à faire, que c'était des gens qui étaient souvent laissés, seuls, démunis. Beaucoup avaient des troubles liés à des maladies neuroévolutives, des troubles du comportement. On savait pas. On considérait que c'était lié à l'âge. On disait que c'était l'âge. C'était normal à ça. Sénile, ils ennuient tout le monde. Et voilà. Et on les laissait pour compte. Ils finissaient souvent dans des hôpitaux psychiatriques, mais voilà, sans vraiment beaucoup de traitement. Et donc, ça m'a intéressé. J'ai été aux États-Unis voir ce que faisaient les Américains et ils étaient très organisés, eux, pour le coup, dans ce qu'on appelle la psychogériatrie. Je me suis spécialisé en gériatrie, j'ai fait des études de gériatrie en France et je me suis lancé là-dedans. Et ça m'a passionné et je suis toujours dedans avec autant d'intérêt. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancé dans la psychiatrie du sujet âgé et par la force des choses, quand vous vous spécialisez dans cette discipline, vous allez rencontrer beaucoup de personnes avec des troubles liés à des maladies neuroévolutives parce que il y a quand même pas mal de problèmes comportementaux quand vous comprenez plus très bien où vous vivez, qui sont les gens autour de vous, vous devenez anxieux et vous êtes parfois un petit peu nerveux, agité, anxieux, déprimé, insomniaque, etc., etc. Et puis les familles souffrent beaucoup aussi. Donc tous ces gens ont besoin d'aide et ce sont les psychologues, psychiatres qui peuvent les aider. On rappelle, vous l'aviez dit en première partie, 10% de la population, 6 millions de personnes touchées avec les malades, plus les aidants, les personnes autour touchées par la maladie d'Alzheimer. Jusqu'alors, il n'y a pas vraiment eu de traitement. Il y a peut-être quand même un signe actuellement, quelque chose qui est en train de se passer. Oui, tout à fait. Il y a un médicament qui vient des États-Unis. Peut-être, je vais compléter la question. Il y a eu des médicaments, docteur de la Doucette, qui étaient à disposition des psychiatres, qui ont été un temps remboursés par la Sécurité sociale, puis déremboursés. Et de nouveau, il y a un nouveau médicament qui va peut-être vient d'être autorisé par l'Europe. Absolument. Donc jusqu'à présent, on avait des traitements dits symptomatiques. On pouvait agir un petit peu sur certains symptômes, en particulier la mémoire. Ça marchait un peu. C'était pas nul, mais bon, problématique, d'où l'absence de remboursement qui était pour moi vraiment une double peine. Les patients non seulement étaient malades, mais en plus il fallait qu'ils payent pour leur traitement. Je trouvais ça pas très cool. Bref,
Aujourd'hui, on a un médicament, les anglo-saxons appellent ça disease modifier. On agit vraiment sur la maladie. On agit en particulier sur les plaques séniles, c'est-à-dire les plaques bêta-amyloïdes, ces fameuses protéines dont on parlait tout à l'heure. D'accord ? Vous pouvez nous dire un mot précisément, parce qu'on n'en a pas parlé dans la première partie, à la fois de l'amyloïde et de la protéine Tau. Souvent, on parle de cette protéine dans la maladie d'Alzheimer. Alors, amyloïde est entre les neurones et Tau va dans les neurones. Et Tau est beaucoup plus destructeur. Tau arrive dans un deuxième temps. C'est d'abord la protéine qui détruit les neurones, c'est ça ? Oui, vraiment, elle est très destructrice. Et donc, ce médicament, eh bien, a la possibilité, c'est un traitement, on va dire, immunologique. Ça fait partie des anticorps monoclonaux, exactement. C'est ça ? Il va permettre de se débarrasser de ces fameuses protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau. Petit à petit, grâce au système immunitaire, ils vont gratter, un nettoyage. Alors. Ils vont nettoyer le cerveau et le débarrasser de ces plaques dites séniles, ces plaques bêta-amyloïdes. Alors, c'est très intéressant. On espérait... Mais... Oui, il y a toujours un mais. Bon, on se disait, dès lors qu'on débarrasse le cerveau de ces protéines pathologiques, les gens vont aller beaucoup mieux. Malheureusement, il y a encore Tau qui, lui, est présent et abîme ces cellules. Et puis, en plus, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on donne le traitement dans la phase prodromale, voire démentielle, c'est souvent un peu tard. C'est-à-dire qu'on a des améliorations, mais qui ne sont pas très significatives. Donc, ce médicament est très intéressant parce que c'est le premier d'une famille. Alors, on débute. Ce n'est pas encore d'une grande efficacité. On dit que ça améliore de 20 à 30% les fonctions, donc ce n'est pas si mal non plus. Et ce sera compliqué, docteur de la Doucette, là, cette réflexion me vient, puisque vous nous avez expliqué dans la première partie que les patients pouvaient rester pendant 15 ans asymptomatiques. Donc, on ne les traite pas dans ces cas-là. Non, pour le moment, non, puisqu'il faut d'abord les diagnostiquer. Et puis après, il faut leur donner un traitement qui ne soit pas dangereux. Alors, le problème de ce médicament, c'est qu'il a une petite dangerosité. Petite non négligeable, c'est à peu près, on estime, à 9 à 15% des patients qui pourraient être à risque d'hémorragie cérébrale ou d'œdème. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, c'est la raison pour laquelle le médicament a d'abord été refusé par les autorités européennes et maintenant accepté et très encadré. C'est-à-dire qu'on le donnera aux gens qui sont dans les phases débutantes de la maladie, qui n'ont pas trop d'autres pathologies et notamment qui ne devront pas prendre d'anticoagulants, qui ne devront pas avoir de réseau vasculaire cérébral en mauvais état, qui ne devront pas avoir certains gènes qui sont contre-indiqués. Voilà. Et on les surveillera de très près. Ils iront dans certains centres spécialisés. On leur proposera un premier IRM et des IRM répétés pour suivre et s'assurer que la personne tolère bien le médicament. Donc, ça ne sera quand même pas très simple. Mais encore une fois, c'est la première fois qu'on a quelque chose de réellement efficace à proposer. Et je suis persuadé que d'autres produits vont apparaître. Et qu'à terme, de toute façon, le traitement d'Alzheimer ne sera pas un, mais plusieurs médicaments qui chacun agiront sur des cibles différentes. On a compris qu'il fallait aller sur ces protéines Tau, là, qui pour l'instant restaient sans ressources et sans médicaments. Alors, on en est là, le combat continue, on est au début encore de l'histoire, peut-être, sans doute. Les traitements peut-être non médicamenteux, Nicolas. Voilà, c'est la question que j'allais poser sur les préventions. Alors, avec les traitements non médicamenteux, qu'est-il important de bien faire ? On trouve tout dans ce livre. Alzheimer n'est pas une fatalité. On peut passer en revue d'ailleurs tous les items. L'alimentation. Oui, alors je vais, parce qu'effectivement, il nous faudrait encore un peu de temps et on ne l'a pas, mais on va être synthétique. Oui, bien sûr. Donc, le programme qu'on propose dans ce bouquin, il est accessible à tous. Avant d'avoir un Alzheimer, pour toutes les personnes qui en ont peur, et de toute façon, ça fait du bien pour le cerveau, donc c'est bon pour quelle que soit la personne, qu'elle ait une maman avec Alzheimer ou un papa, ou qu'elle a juste envie de se maintenir en forme, à passer 55 ans, c'est bien de suivre ces conseils, d'accord ? Mais si vous avez aussi une maladie qui a été diagnostiquée, ça marche aussi. Ça a été prouvé. Alors, ce qu'on sait, c'est que les études ont montré qu'avec ce programme, vous diminuez de 45% votre risque de déclencher une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, on a vu tout à l'heure, il y avait ce qu'on appelait la réserve cognitive et la réserve cérébrale. D'accord ? Donc, il faut entretenir les deux. Mais d'abord et avant tout, le disque dur.
il faut entretenir le disque dur. C'est la réserve cérébrale. Cette réserve cérébrale, d'abord, il faut l'entretenir en tenant compte du réseau vasculaire. Notre cerveau est parcouru par des millions de vaisseaux, tout petits, on ne les voit pas, tellement ils sont minuscules, et ils apportent au cerveau en permanence l'oxygène, le glucose, tout ça, dont le cerveau a un besoin. Très friand. Il est friand. Je vous rappelle, parce qu'on oublie que si vous respirez pas plus de 5 minutes, vous êtes mort, parce que votre cerveau meurt, d'accord ? C'est pas le cœur. Vous pouvez, quand on fait des transplantations cardiaques, on vous prend le cœur, on le met dans un liquide physiologique et on le transporte tranquillement pendant 1 heure ou 2, un peu au frais, jusqu'au receveur. Un cerveau qui n'a pas d'oxygène pendant 5 minutes est flingué. C'est fini, d'accord ? Donc, on a besoin de ce réseau vasculaire pour apporter au cerveau tout ce dont il a besoin. Donc, il faut qu'il soit entretenu et il faut le respecter. Donc, c'est tout ce qui altère le réseau cardiovasculaire qui est ce que nous appelons, sous forme métaphorique, les bourreaux du cœur, qu'il faut absolument contrôler. Donc, les bourreaux du cœur, c'est quoi ? C'est l'hypercholestérolémie, c'est le diabète, l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité. D'accord ? C'est ça. Donc, il faut surveiller tout ça de très près. Il faut également faire attention à d'autres éléments qui peuvent perturber, là encore, le disque dur, c'est-à-dire la réserve cérébrale. C'est l'alimentation. L'alimentation, elle apporte au cerveau plein de choses, d'accord ? Et le cerveau, lui aussi, en élimine d'autres. Donc, il faut donner la possibilité au cerveau de recevoir et d'éliminer. Donc, dans le bouquin, on en parle. Il n'y a pas d'aliments miracles. Il y a on va dire, c'est plutôt des régimes qu'il faut encourager. Et là encore, il n'y a pas un régime très particulier, original. Non. En France, le régime Mind, quand même, vous le développez. Le régime Mind vaut la peine, mais en réalité, c'est le régime méditerranéen qu'on applique tous. En France, on est un pays absolument génial pour ça, parce que on est tous, à moins de vraiment avoir des idées fixes sur certains aliments, on mange quand même de manière assez variée. Et beaucoup de fruits et légumes, maintenant, tout le monde a compris que c'était important. Donc, le régime méditerranéen est accepté par beaucoup. Et voilà, il faut faire ça avec un max de antioxydants qui apparaissent, qui viennent grâce aux fruits et aux légumes. D'accord ? Donc, l'alimentation, c'est très important. Après, il y a le sommeil. Et le sommeil, c'est important à la fois pour le disque dur et pour le logiciel. D'accord ? Le software. Donc là, on arrive déjà, c'est un peu les deux. Parce que si vous dormez mal, votre cerveau ne peut pas éliminer les toxines et ne peut pas en recevoir d'autres. Quand on dort, on répare le cerveau. D'accord ? C'est très important d'avoir des bonnes nuits. Et aussi, quand on dort, on retravaille toutes les infos qu'on a accumulées dans la journée. Notamment ces fameux hippocampes qui sont très impliqués dans la mémoire et qui sont touchés en premier dans l'Alzheimer. Et donc, si les hippocampes ne peuvent pas se reposer, ils ne font pas le job. Et donc là, les infos sont mal enregistrées et on oublie beaucoup de choses. Donc, il faut bien dormir. C'est très important. C'est très important. Le sommeil. Il y a l'activité physique aussi. Elle est très importante également pour les deux parce qu'elle améliore le réseau vasculaire, mais elle apporte, on sait aussi que les muscles peuvent apporter des substances neuroprotectrices au cerveau. D'accord ? Et puis, quand on fait du sport, eh bien, on se maintient en forme et je pense que ça a un effet très bénéfique sur la vie mentale. On réduit, docteur de la Doucette, l'inflammation, puisqu'on parle de l'inflammation comme un des facteurs importants des maladies neurodégénératives. Oui, absolument. C'est une piste pas encore très bien connue, mais je pense qu'on va certainement découvrir beaucoup de choses et sans doute des choses importantes pour l'Alzheimer. Et l'inflammation, on peut la diminuer par l'alimentation, on peut la diminuer par le sport. On peut aussi la diminuer en gérant aussi le stress et la dépression, qui sont des facteurs là aussi importants, qui agissent sur les deux, la réserve cognitive, la réserve cérébrale. Donc, tous ces facteurs mis bout à bout sont intéressants
Et il n'y en a pas un qu'il faut favoriser. Il faut tous les pratiquer en même temps. Il faut essayer toutes les pratiques. Ajouter à cela les relations sociales, l'ouverture important. aux autres, très important. Voilà, important. et on réduit le stress. On parle avec Vladimir tout de suite de quelque chose d'important aussi, le rapport au corps. Vladimir. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Bonjour Vladimir. Bonjour chers amis. Ça peut arriver pour des malades d'Alzheimer d'avoir une relation dégradée à leur corps. Et le rapport au corps, fascinant et très important, l'image que le corps renvoie. Et c'est de ça que vous nous parlez aujourd'hui. Oui, c'est pas demain qu'on verra un patient atteint d'Alzheimer venir demander un lifting. Mais par contre, ayant travaillé beaucoup aussi à l'hôpital, on a vu progressivement comment l'image du corps se détériore dans l'esprit de quelqu'un qui se laisse un peu aller. Et je pense que, notamment aux aidants, dont vous avez longuement décrit un peu le drame, le fait qu'ils peuvent observer chez leurs parents qui ont cette atteinte par l'Alzheimer, cette dégradation. Et je voulais vous poser la question, quelle est l'image du corps chez un patient atteint d'Alzheimer ? Et est-ce qu'on peut l'aider aussi au travers de ces soins qui sont la coiffure, le maquillage ? Est-ce qu'il a encore une capacité de reprendre conscience de son image et d'essayer de préserver quelque chose ? On le fait énormément là maintenant pour les patients atteints de pathologies chroniques ou de cancer. Donc, tout à fait. Dans les services spécialisés, il y a maintenant ces soins esthétiques qui paraissent importants. C'est vrai aussi pour la psychiatrie et pour la maladie d'Alzheimer. Oui, alors c'est tout à fait exact. Et la chanson de Charles Aznavour qu'on a entendue où il est question d'une femme qui se laisse aller, elle est assez d'actualité pour nos patients. Mais si on a le sentiment que parfois ils se laissent aller, c'est souvent un peu malgré eux. Ils se laissent aller parce qu'ils sont peut-être un peu déprimés, mais ils se laissent aller aussi parce que ils ont une image d'eux-mêmes qui se transforme au point que après des années d'évolution, un malade d'Alzheimer ne se reconnaît plus dans son miroir. Et donc, c'est parfois même très violent parce qu'il parle avec son image, mais il ne sait pas que c'est lui. Et donc, il s'énerve parce que l'autre ne lui répond pas, et il croit que l'autre s'énerve, et parfois, il s'en prend au miroir. Et vous avez des maisons où, quand on va faire des visites à domicile, on voit que toutes les glaces sont couvertes d'un chiffon, d'un tissu, parce que on sait tout de suite ce que ça veut dire. C'est que le patient ne se supporte plus dans la glace parce qu'il ne comprend pas que c'est lui. Il croit que c'est un autre. Alors, c'est terrible. Mais avant ce stade très avancé de la maladie, il y a clairement une petite perte, on va dire, de conscience de soi-même. Et on voit nos patients ont de plus en plus de difficultés à faire attention à eux, à s'habiller correctement. Parfois, ils mettent un pull sur un autre, ils s'habillent avec des vêtements qui ne sont pas du tout adaptés pour la saison. Ils ont parfois aussi de mal à se laver, parce que c'est compliqué de se laver. Du mal à se maquiller, ils laissent des taches sur leurs vêtements, etc. Et tout ça, en réalité, est lié à des troubles cognitifs qui s'installent progressivement et qui, en temps normal, ces fonctions cognitives très complexes, qui sont plus ou moins automatisées, fonctionnent bien. On ne se rend pas compte à quel point, tout simplement, s'habiller, se laver, avoir une tenue correcte et une présentation adaptée réclame des fonctions cognitives très complexes qui se mettent en place tout au long de la journée. Et qui sont automatisées. Chez nos patients, tout ça se dérègle un peu et ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'on va les voir avec des tenues négligées, des taches, des trucs. C'est parce qu'ils ne savent plus. Ils n'y arrivent plus. Ils ont du mal à gérer ça. Et puis, ils ne voient plus non plus. Ils ne se rendent plus trop compte des choses. Ils ont une espèce de vision d'eux-mêmes qui se transforme. Donc, oui, nos patients ont souvent des problèmes de présentation, des problèmes de tenue. Et notre rôle à nous, en tant qu'aidants, c'est de les encourager à rester correctement habillés, à garder donc une dignité par l'apparence. C'est très important. Il faut surtout les encourager. Alors, on le fait gentiment, sans les mettre en échec, sans leur dire des choses désagréables. Au contraire, on les encourage,
on les pousse, on les aide, on les maquille quand il le faut. Moi, je suis beaucoup pour maquiller les personnes, quel que soit le stade évolutif et quel que soit le lieu où ils se trouvent. Par exemple, dans les EHPAD, très important que nos patients soient bien habillés, soient bien présentés, etc. Parce que c'est important pour l'entourage, mais aussi pour eux-mêmes. Parce que même s'ils ne se reconnaissent pas trop dans la glace, ils voient une personne joliment fardée, etc. Et c'est bon pour eux, c'est bon pour leur image, et ça contribue, je pense, à freiner le déclin. Alors, j'ai lu dans quelques rapports scientifiques qu'il y avait une relation entre ce laisser-aller corporel et les corps de Lévy. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? C'est quoi ces corps de Lévy? C'est une des formes de démence. Exactement. C'est, quand on parle de maladie d'Alzheimer et apparentée, on parle de donc, la maladie d'Alzheimer, c'est à peu près 1 million de personnes. La maladie dite des corps de Lévy, donc c'est une maladie avec un dépôt dans les neurones d'une protéine anormale. C'est encore une autre. C'est pas tau, c'est une autre. Et cette maladie, elle démarre un petit peu différemment de l'Alzheimer. Souvent, les patients ont un peu moins des troubles de la mémoire, mais ils sont plus souvent confus. Ils ont du mal à s'orienter dans le temps, dans l'espace. Et puis, ils ont des hallucinations. Ils voient des choses très bizarres qui peuvent être parfois extrêmement perturbantes pour eux. Et puis ensuite, ils ont des difficultés locomotrices avec des symptômes qui sont apparentés un peu à une maladie de Parkinson. Ils font ce qu'on appelle un syndrome extrapyramidal et ils ont du mal, ils sont un peu figés, un peu lents, ils peuvent tomber, etc. Puis ensuite, le déclin cognitif évolue et après, ils se rapprochent de la maladie d'Alzheimer. Mais ce sont des patients qui sont très compliqués à gérer parce qu'ils sont souvent très angoissés, très agités et les traitements ne sont pas du tout simples à donner. C'est ça la maladie des corps de Lévy. Alors, il arrive qu'effectivement, du fait de cette agitation, ils soient un petit peu peut-être plus négligés que les autres, oui. Qu'est-ce que le psychiatre que vous êtes peut dire, puisque vous rappeliez le chiffre, 1 million de personnes touchées, 6 millions en tout avec les aidants. Qu'est-ce qu'on peut dire aux aidants, aux familles des gens qui ont Alzheimer? Est-ce que il y a intérêt parce que quand on se retrouve isolé face à une maladie incompréhensible, qu'on juge injuste, elle l'est, est-ce qu'il y a intérêt pour un aidant à aller... Les conseils, en gros, pour la famille, quoi. Oui, les conseils pour la famille. Alors, évidemment, il faut que je sois assez synthétique, parce que là encore, il y a beaucoup de choses à dire, mais... Et il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Alors, je vais faire très vite. Premier conseil, se faire aider. Il faut que l'aidant se fasse aider. Et aujourd'hui, en France, on commence à avoir quand même pas mal de choses disponibles, et souvent, les gens ne le savent pas. Donc, vous avez des services, vous avez ce qu'on appelle les CLIC, C-L-I-C. Vous allez sur Internet, vous mettez CLIC, vous mettez là où vous êtes, et on va vous donner l'adresse. Et là, c'est un centre où on pourra vous renseigner. Vous avez aussi les MAIA, M-A-I-A. Là aussi, ce sont des centres qui peuvent vous renseigner sur la prise en charge, les aides, etc. que vous pouvez avoir avec Alzheimer. Il faut aussi ne pas hésiter à aller vers des associations. France Alzheimer, par exemple, il y en a partout en France. Ils font un super boulot. Il faut les interroger. Qu'est-ce que je peux faire? Quel type d'aide vous pouvez me proposer? Il y a maintenant notamment des accueils de jour. Quand vous êtes un peu saturé, vous pouvez proposer d'emmener votre patient dans un accueil de jour. Donc, on se fait aider. On se fait aider par des structures, donc des professionnels. On essaie de voir aussi autour de soi qui sont les gens susceptibles de nous rendre service. Donc, la famille, les proches, le réseau, il faut voir. Bon, on se fait aider. Première chose. Deuxième chose, il faut connaître ses limites. C'est très important. Je suis frappé de voir le nombre d'aidants qui vont trop loin. On nous parle beaucoup de les gens qui abandonnent leurs personnes âgées. Ben non, on en a aussi beaucoup qui vont trop loin dans la prise en charge. Ils s'épuisent. Nous, on parle du burn-out des aidants. C'est une réalité. Il faut connaître ses limites. Et les limites, c'est quand je supporte plus de la situation, je deviens presque un petit peu maltraitant, ou quand moi-même, je n'arrive plus à endormir, ou je suis épuisé. À ce moment-là, il faut dire stop. Et puis en parler autour de soi, réfléchir aux structures. On peut, par exemple, on a maintenant des séjours de répit dans les EHPAD où on peut placer la personne pendant 1 mois, le temps soit même de se reposer. Il va dans un EHPAD
et il peut être pris en charge. Pendant ce temps-là, moi, je me ressource. Et après, je le récupère. Donc, chercher des ressources pour se faire aider, connaître ses limites, c'est très important. Ok ? Ensuite, il faut pas désespérer. Alzheimer, c'est vrai que c'est une maladie épouvantable, mais la vie ne s'arrête pas pour autant. Il faut essayer de continuer à vivre comme on peut, avec le malade, et soi-même aussi, essayer de trouver des moments. Il y a des moments intéressants dans la vie d'un malade Alzheimer. Il faut essayer de continuer à vivre comme on peut avec lui, et on peut continuer à profiter de la vie. C'est possible. La vie ne s'arrête pas. C'est important, parce que même si on perd ses fonctions cognitives, il y a un truc qui reste, et qui reste jusqu'au bout, c'est tout ce qui est vie émotionnelle. On peut continuer à avoir une vie affective, une vie relationnelle, donner de l'amour à ses proches. Et en tout cas, ça n'est pas une fatalité, c'est le titre de votre ouvrage pour lequel on tenait à vous inviter à nouveau aujourd'hui, Dr Olivier de La Doucette, puisque la maladie d'Alzheimer touche 1 million de personnes, dont 33 000 ont moins de 60 ans, et 40% des cas qui pourraient être évités. Vous nous avez donné déjà un peu l'entretien, la prophylaxie qu'il faudrait avoir de manière quotidienne, le sport, l'alimentation, les relations aux autres, le sommeil, etc., etc. Donc tout ça, c'est dans le livre. On se rue dessus. Alzheimer n'est pas une fatalité. Merci infiniment d'être venu. Merci Nicolas. Nous parler aujourd'hui. Merci Vladimir, Serge. merci. Et aux deux Serge, Serge Rafal et Serge Surpin. À la semaine prochaine. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal.